Bonjour et bienvenue dans ce cours sur Vue.js. Si vous avez cliqué sur ce cours, cela veut dire que vous voulez apprendre à coder avec Vue.js. Alors maintenant, qu'est-ce que Vue.js? Donc c'est un framework JavaScript pour la création d'interfaces utilisateurs qui s'appuie sur des standards HTML, CSS et JavaScript et qui permet de fournir un modèle de programmation déclaratif basé sur des composants qui vous aident à développer efficacement des interfaces utilisateurs. Ensuite, on sait que Vue.js est un framework progressif. C'est un framework qui permet de couvrir la plupart des fonctionnalités nécessaires au développement front-end. Mais le web est diversifié et évolue de jour en jour. C'est pourquoi Vue.js s'adapte et est conçu pour être flexible et adoptable progressivement. Dans ce cours, nous étudierons la troisième version de Vue.js qui est Vue.js 3. Ainsi, vous apprendrez à utiliser Vue.js 3 et à construire votre site web en utilisant ce langage. Avant de commencer le cours, faisons un petit rappel sur toutes les choses que nous allons aborder pendant ce cours. Donc nous allons introduire Vue.js. Ensuite, nous verrons les configurations et installations, puis comment démarrer avec le code, nous verrons les composants, ensuite les conditions et les boucles, puis manipulation de formulaires avec intégration d'API, nous verrons le cycle de vie, ensuite nous verrons le routage, la gestion de l'état, on fera un petit projet et enfin nous verrons des bibliothèques tierces. Continuons dans cette introduction. Donc, nous allons d'abord voir pourquoi vous devriez prendre ce cours. Ensuite, nous verrons ce qu'est Vue.js. Je l'ai brièvement introduit, nous continuerons à voir un peu plus en détail. Puis nous verrons l'histoire de Vue.js. Puis, qu'est-ce que vous allez apprendre dans ce cours? Ensuite, différentes aides et du code. Et enfin, les compétitions dont Vue.js souffre. Alors, pourquoi devriez-vous suivre ce cours? C'est très simple, puisque dans ce cours, nous allons aborder les topics les plus importants sur Vue.js pour que vous ayez toutes les bases pour commencer à coder. Bien sûr, nous joindrons l'apprentissage des topics avec des exemples, ce qui est fondamental pour une meilleure compréhension. Ensuite, nous vous fournirons le code source que nous montrerons sur les écrans. Cela veut dire que vous pouvez juste le récupérer à la fin du cours et juste l'utiliser après. Et enfin, nous avons une étude step by step, donc pas à pas, de chaque topic pour une meilleure compréhension. Ensuite, passons à l'histoire de Vue.js. La première version de Vue.js a été sortie en février 2014, donc ça remonte un petit peu. Il y a eu bien évidemment de nombreux updates, puisque la version aujourd'hui que nous pouvons avoir est la version 3.2.28. Le créateur de Vue.js n'est autre que Evan You, qui est un ancien employé de Google et Meteor, qui a commencé sa vie avec un diplôme en art et en histoire de l'art. Cela veut dire qu'il a appris le code après et pas pendant ses études, comme quoi tout est possible. Et c'est aujourd'hui devenu l'un des frameworks les plus utilisés pour créer des interfaces utilisateurs et des applications monopages. Évidemment, comme n'importe où dans ce monde, Vue.js a des compétiteurs très connus, à savoir React.js et Google, comme nous connaissons tous. Maintenant, son compétiteur indirect peut être aussi Facebook. L'avantage de Vue.js, contrairement à React.js, cela propose un ensemble d'outils plus riches qui permet aux développeurs de faire beaucoup plus de choses sans utiliser de librairies additionnelles. Voilà, vous savez toutes les bases de Vue.js et même ses compétiteurs. Je vous laisse passer à la suite. Bon, nous avons vu en général ce qu'était Vue.js. Voyons un peu plus précisément ce que c'est. Donc, je risque de me répéter, mais Vue.js est un framework JavaScript qui permet de créer des interfaces utilisateurs. Cela s'appuie du coup sur HTML, CSS et JavaScript. Cela veut dire que si vous connaissez déjà ces langages,
Coder en Vue.js sera bien plus simple car vous aurez déjà les bases. Maintenant, cela fournit aussi un modèle de programmation déclaratif et basé sur tes composants qui permettra de développer efficacement des interfaces utilisateurs. Donc vous pouvez faire des choses simples comme des choses complexes avec Vue.js. Voici son avantage. De plus, c'est très facile d'utilisation et de compréhension. Ensuite, comme vous le savez, puisque c'est écrit partout lorsque vous faites une recherche Vue.js, c'est un cadre progressif. Donc, je vous avais déjà expliqué ce que c'était dans la leçon précédente, donc on ne va pas revenir dessus. Maintenant, on peut passer à la suivante, c'est-à-dire SPA, à savoir Single Page Application. Donc, qu'est-ce que c'est? Une application à page unique, c'est une application qui interagit avec les utilisateurs en réécrivant les pages web existantes avec de nouvelles données provenant du serveur web, au lieu d'utiliser la technique par défaut du navigateur qui exécute une toute nouvelle page. Donc, l'objectif de ça, c'est d'avoir des transitions plus rapides. J'en arrive aux exemples. Donc des exemples de SPA, ce serait Gmail ou Facebook ou Trello ou Google Maps. Tout ça, ce sont des single page applications. Par exemple, lorsque vous ouvrez Gmail, dans le cas où vous avez Gmail, vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de changements lorsque vous naviguez dans Gmail. C'est-à-dire qu'il y a le header, donc la tête de page, et la sidebar, donc la barre de recherche, qui reste toujours au même endroit et qui ne bouge pas. C'est simplement la recharge des mails, etc. qui change. Donc c'est vraiment le concept même de SPA avec des transitions rapides et une fluidité de recherche. On en a fini maintenant avec l'introduction à Vue.js. On va pouvoir passer à l'installation et à la compréhension de ce code. Je vous laisse aux prochaines leçons. Bienvenue dans cette leçon. Maintenant que vous connaissez Vue.js, passons à son installation. Donc dans cette leçon, nous verrons comment nous pouvons utiliser et créer des fichiers de Vue.js sans aucune installation et comment nous pouvons utiliser Vue.js sans avoir à utiliser Node et NPM. Alors ces deux packages sont expliqués dans d'autres leçons, donc nous n'allons pas en parler maintenant. Je vous laisse être patient. Les sujets dont nous allons discuter dans cette leçon sont les suivantes. Donc, comme je vous l'ai dit, nous allons voir comment utiliser Vue.js sans Node et sans NPM. Ensuite, nous allons apprendre à créer un fichier app.js. Puis, nous allons apprendre à écrire du code Vue.js. Puis, nous verrons comment ajouter des liens CDN avec Vue.js. Et enfin, créer un fichier index.html. Quelque chose de très important pour Vue.js, c'est le CMD, à savoir l'invite de commande ou encore le terminal. C'est en gros un raccourci qui est utilisé pour exécuter directement n'importe quel logiciel. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, nous avons un dossier vide nommé Vue.js. Ensuite, nous voulons ouvrir un CMD à cet endroit. Pour cela, nous allons écrire CMD dans la barre de recherche. Alors, c'est bien CMD et non CDM, comme je l'ai fait, ne faites pas l'erreur. Maintenant, entrez et vous verrez une fenêtre s'ouvrir. Maintenant, dans cette fenêtre, écrivez code point pour ouvrir le logiciel Visual Studio dans lequel nous allons coder. Et voilà, le logiciel est ouvert. On peut voir sur le côté qu'il y a deux dossiers et un appelé Vue.js. C'est celui dans lequel nous allons travailler. Ok, prochaine étape, nous allons ajouter un fichier index.html dans ce dossier, comme je le fais maintenant. Donc il suffit juste de faire un nouveau fichier et là vous écrivez index.html. Ici vous voyez que j'écris un point d'exclamation. Ce qui va nous écrire un bout de texte. Faites comme moi, comme ça vous n'aurez pas à coder ce texte-là de façon brute, vous aurez juste à cliquer sur Entrée pour l'obtenir. Donc vous avez bien une définition HTML grâce à Doctotype HTML. Cela veut dire que vous allez coder en HTML. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le titre du document et on va appeler ça Vue.js. Si vous connaissez le langage HTML, vous comprendrez ce que je fais.
Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, ici j'ajoute juste simplement une section H1 qui correspond à un titre de section. Pour ce titre, vous allez pouvoir écrire « Welcome to this Vue.js course ». Enregistrez tout ça et ouvrez la page sur Internet. Vous pourrez ainsi voir le début de votre site web avec marqué dedans « Welcome to this Vue.js course » et le nom de la page Vue.js. C'est ce que vous venez de coder. Allez, continuons la leçon. Maintenant, on va créer un nouveau fichier appelé app.js. Donc, le même principe que vous venez de faire, vous cliquez sur Nouveau fichier et dedans, vous écrivez, vous donnez comme titre du fichier app.js. Dans ce fichier, écrivez ce que j'écris, à savoir console.warn, ouvrez les parenthèses, ouvrez les guillemets, hello world, fermez tout, point virgule. Et maintenant, retournez dans votre site web, rafraîchissez et inspectez la page, donc en faisant un clic droit sur la page et allez dans console. Ah oui, avant de faire ça, il faut que vous ajoutiez dans l'index.html une section script avec dedans src égale à, ouvrez les guillemets, app.js, fermez les guillemets, puisque vous devez appeler évidemment la page app.js pour l'effectuer. Maintenant, rafraîchissez et vous verrez que vous aurez Hello World en orange avec un triangle et un point d'exclamation à l'intérieur qui correspond du coup à un warning. Voilà. Maintenant, changez warn par error et vous aurez Hello World qui sera affiché en rouge avec un rond et une croix dedans pour montrer une erreur. Maintenant, changez, mettez clear à la place d'error. Cela va juste nettoyer la console. Passons maintenant à l'installation de Vue.js puisqu'on peut aussi l'installer. Pour cela, allez sur Internet, écrivez Vue.js et allez sur leur site web. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire plutôt Vue.js install et vous serez du coup dans le Quick Starter qui expliquera un peu tout ce que Vue.js fait. Maintenant, dans la console, écrivez Vue.js 3 CDN, ce qui vous donnera un lien que vous allez copier-coller, donc comme je le fais ici. Vous allez retourner du coup dans votre code dans l'index.html et vous allez coller la ligne juste après title Vue.js. Maintenant, copiez-coller l'URL qu'il y a juste après src et collez-le dans votre page web, ce qui vous montrera tout le détail de codage du produit que vous utilisez, à savoir Vue.js 3. Et voilà, donc vous avez installé Vue.js 3 dans votre code grâce à cette ligne de code. Maintenant, revenons à notre fichier app.js et écrivons certaines lignes dedans, à savoir var plus loin fun est égal à vue.createApp, ajoutez des parenthèses, point virgule, et à la ligne fun.mount, entre parenthèses, entre guillemets, @main, fermez guillemets, fermez parenthèses. Voilà. Retournez maintenant dans index.html et supprimez la ligne avec la section H1 et remplacez-la par un div auquel vous donnerez un ID égal à, entre guillemets, main, fermez les guillemets. On va ajouter juste au-dessus du div le H1 qu'on a supprimé avec marqué Hello World dedans, juste pour voir quelque chose sur notre page web. Maintenant, retournez dans app.js. Nous allons ainsi compléter la fonction createApp que nous avons ajoutée en mettant dedans templates, ouvrez les guillemets, et la phrase que vous venez d'écrire, à savoir la balise H1 avec Hello World dedans, fermez la balise H1 et fermez les guillemets et mettez une virgule. Maintenant, si vous compilez, vous aurez évidemment une erreur, car Vue s'écrit avec une majuscule et non un petit v. Donc changez-le et vous verrez, vous aurez Hello World qui s'affiche 2 fois. Alors changez juste Hello World par Hello Everyone dans app.js et vous aurez donc Hello World et Hello Everyone. Cela, c'est parce que dans index.html, vous avez une balise H1 avec Hello World et dans app.js, vous avez une balise avec Hello Everyone. Donc vous pouvez en supprimer une des deux si vous voulez. C'est juste que comme on appelle
app.js dans HTML après la balise H1. Donc on a d'abord Hello World et ensuite ce qu'il y a dans app.js. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va copier-coller la ligne script src égale à app.js, donc la retirer de la balise body et la mettre juste en dessous du script src avec l'URL du coup de view.js3 qui permettait du coup d'utiliser ça, enfin d'installer view.js3 dans notre code. Donc nous allons copier-coller la ligne juste en dessous. Si vous compilez maintenant le code et que vous rafraîchissez la page web, vous aurez du coup dans console une erreur qui dit failed to mount app. Maintenant, si vous bougez cette ligne, que vous la remettez après H1 et div de HTML, vous ne l'aurez plus. Cela est dû au fait que l'ordre des lignes importe beaucoup. Le code donc de app.js s'exécutera au moment où le navigateur l'atteindra avant d'analyser le code HTML restant. C'est pourquoi vous avez une erreur. Et c'est pourquoi il faut mettre cette ligne après du coup la fin du body, donc de H1 et div dans ce cas-là. Voilà, c'est tout pour l'installation. Maintenant, vous pouvez passer à la suite. Dans la leçon précédente, nous avons appris comment nous pouvons utiliser Vue.js sans installation. Mais il est préférable d'utiliser des packages pour utiliser Vue.js avec plus d'options. Pourquoi ? Parce que si nous n'utilisons pas Node ni NPM et que le serveur plante ou qu'il y ait d'autres problèmes, nous allons perdre nos fichiers dans Vue.js, car sans installation, nous n'utilisons uniquement que du code CDM Link. Donc dans cette leçon, nous allons passer en revue les choses suivantes, à savoir comment installer VueCli, puis comment installer Node et NPM, puis nous créerons une application, nous étudierons tout ce qui est lié à la sortie de l'application, puis nous apprendrons à run l'application, donc à exécuter ce que nous venons de coder. Passons donc à l'installation et au téléchargement de Node, NPM et CLI. Comme je l'ai dit précédemment, nous devons installer ces packages. Pour cela, nous allons aller sur Internet. Vous pouvez écrire Node.js dans la barre de recherche et cliquer sur Télécharger. Vous avez le choix, évidemment, Node est compatible avec Windows, macOS ou vos autres serveurs, peut-être Linux du coup si vous êtes sur Linux. Donc téléchargez la version qui correspond à votre OS, puis exécutez l'exécutable une fois que vous l'avez téléchargé. Donc vous aurez une fenêtre qui s'ouvrira, donc la fenêtre Open File, Security Warning. Là vous allez cliquer sur Run. Puis vous acceptez évidemment les termes et les licences Agreements. Puis vous cliquez sur Next. Puis encore sur Next sans cliquer dans la case puisque ça ne sert à rien. Ensuite vous attendez du coup que l'installation se fasse. Une fois que c'est fini, vous cliquez sur Finish et la fenêtre se fermera. Il est temps quand même de vérifier que Node a bien été installé. Pour cela, vous pouvez ouvrir un CMD dans lequel vous allez pouvoir taper Node -v pour afficher la version de Node. Si la version s'affiche bien, cela veut dire que Node a bien été installé. Évidemment, les versions de Node peuvent être différentes, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Tant que la version est visible, cela veut dire que c'est installé. NPM est un package qui s'installe en même temps que Node. Vous pouvez vérifier que c'est bien installé en tapant npm plus loin -v avec la version. Et la version est visible si c'est bien installé. Si ce n'est pas bien installé, vous avez juste à essayer de relancer Node et npm s'installera bien. Il est temps maintenant d'installer CLI. C'est très facile, il suffit simplement de taper la ligne de commande suivante que j'ai recherchée sur internet. Vous pouvez le faire par vous-même en tapant view CLI et vous aurez du coup npm install-g @view/cli. Vous avez juste à écrire cette ligne-là dans votre invite de commande et vous attendez que l'installation se fasse tranquillement sans problème.
En tapant View dans l'invite de commande, si vous avez une erreur, à savoir comme je l'ai là, à savoir View is not recognized as an internal or external command, il suffit simplement de relancer la ligne de commande. Cela veut juste dire qu'il y a eu un souci dans l'installation. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Une fois que vous avez relancé l'installation et qu'elle s'est finie, vous pouvez réessayer à taper View et vous aurez un résultat comme celui que j'ai à l'écran. Il est temps maintenant de faire une application. Alors pour ça, nous allons essayer d'exécuter CLI. Alors donc, nous retournons dans le fichier vide que nous avons vu au début, à savoir le view.js, et nous écrivons cmd dans la ligne la barre de recherche pour ouvrir un cmd à cet emplacement. Dans cette invite de commande, vous allez pouvoir écrire view create post. Vous obtiendrez peut-être le même message que moi, à savoir your connection to the default npm registry seems to be slow. Pour l'accélérer, il suffit juste d'entrer yes ou no, donc y ou n. Donc je vous laisse taper n dans l'invite de commande juste après, comme ça permettra d'accélérer du coup la connexion. Vous aurez maintenant la question suivante, à savoir choisir le pré-réglage. Nous voulons la 3e version, donc la première option, vous pouvez simplement entrer. Après cela, l'installation commencera. Donc attendez que l'installation se finisse pour continuer. Lorsque tous les fichiers seront installés, nous allons écrire cd post pour accéder au dossier appelé post. C'est donc une installation qui a été faite avec le CLI, comme vous avez pu le comprendre. Maintenant que vous êtes dans le dossier post, vous pouvez écrire code point pour ouvrir VS Studio et avoir accès du coup à votre application dans laquelle vous allez pouvoir coder. Si vous observez bien tout ce que vous avez le node module dans lequel tous les modules utilisés par node ont été installés, donc vous y avez désormais accès. Si vous retournez maintenant dans l'invite de commande, vous aurez du coup npm qui sera en train de run, donc il y a marqué app running at, et là vous avez du coup le lien en local sur lequel vous pouvez retrouver votre application. Donc le nôtre c'est sur localhost et sur le port 8080. Voilà, et là du coup vous avez accès à votre app Vue.js avec comme page d'accueil Welcome to your Vue.js.app. Et voilà, donc vous êtes prêts maintenant à créer votre première application, ce que nous allons commencer dans la prochaine leçon. Dans la leçon précédente, vous avez téléchargé et installé du coup les packages Node et NPM qui vous permettent du coup de lancer votre application et résoudre d'éventuels problèmes liés à l'application. Dans cette leçon, nous allons étudier un peu la structure des dossiers. Pour commencer, il faut que vous sachiez que vous pouvez lancer un terminal depuis Visual Studio Code en allant du coup dans Terminal et Run Terminal. En dessous, vous pouvez voir du coup une fenêtre apparaître avec marqué Terminal, dans lequel vous pouvez du coup relancer npm avec marqué npm run server qui vous permettra du coup de lancer votre application. Ici, vous pouvez voir qu'il y a marqué app running at avec l'URL sur lequel votre app est en train de tourner. Donc ici, c'est localhost sur le port 8081. Copiez-coller cette URL et mettez-la dans votre navigateur de recherche et vous verrez du coup votre page Welcome to your Vue.js app. Maintenant, parlons des documents, dossiers, etc. Vous pouvez voir qu'il y a un readme.md qui est un document que nous avons téléchargé avec CLI. Donc lorsque nous avons téléchargé CLI, nous avons téléchargé en même temps ce readme. C'est un document dans lequel tout ce qui est lié à NPM est expliqué. Donc comme vous pouvez le voir, le project setup avec npm install, compiles and hot reloads for development avec npm rumserve, ce qui permet de lancer l'application, et encore d'autres lignes de commande que nous n'avons pas encore vues. On peut effectuer
lancer les lignes, donc en faisant npm install, donc ça va réinstaller npm dans notre dossier de code. Il y a maintenant d'autres documents, donc ici nous allons voir package.json qui consiste à garder tous les détails de notre projet, comme le nom du projet, les scripts, les plugins et tout ce que nous avons ajouté dans notre projet, à savoir les dependencies. Nous pouvons aussi les changer, mais à notre niveau, je veux dire au niveau débutant, ce n'est pas nécessaire de changer en raison du manque de connaissances, donc pour éviter de faire n'importe quoi et d'avoir des erreurs qui apparaissent à cause de ces changements. Donc vous pouvez voir que ça répertorie les versions de tout ce que nous avons installé et le nom de ce que nous avons installé. Ensuite, nous avons le document appelé babel.config.js qui est un transpiler qui nous permet de profiter des nouvelles syntaxes et fonctionnalités de JavaScript en avance tout en supportant d'anciennes versions de navigateur. Si nous voulons utiliser des plugins de React, nous pouvons les utiliser dans ce fichier. Il est principalement utilisé dans Angular et React.js. On enchaîne avec le fichier gitignore qui est utilisé par le développeur pour masquer certaines choses qu'il ne veut pas montrer dans l'application. Dans le dossier public, nous avons deux fichiers, donc favicon.co et notre fichier index.html que nous avons déjà commencé à remplir et que nous avons déjà créé pour l'application. Donc je vous avais déjà expliqué à quoi il servait. Puis nous avons le dossier components dans lequel nous avons le app.view et d'autres .view. Donc les composants ou components en anglais sont des instances de view réutilisables avec un nom. Donc dans notre cas, nous avons app.view ou helloworld.view. Puis nous avons un dossier appelé assets dans lequel nous mettrons du coup tous les PNG, donc les images que nous allons utiliser dans notre code. App.view est généralement la racine de votre application qui est définie dans le composant view.js. C'est généralement quelque chose qui définit le modèle de votre page. Main.js est généralement le fichier JavaScript qui initialisera le composant racine dans un élément de votre page. Il est également responsable de la configuration des plugins et des composants tiers que vous pouvez utiliser dans votre application. Effectuons maintenant la première modification de notre application. Donc allez dans app.view, dans la ligne avec la balise Hello World, à la place du message que vous avez, changez-le et mettez metabrains.org. Maintenant, si vous enregistrez et que vous rafraîchissez votre application, vous aurez bien metabrains.org comme titre qui apparaîtra dans l'application. Et voilà, donc vous savez maintenant, vous connaissez la hiérarchie dans le dossier que vous utiliserez pour votre application. Vous savez à quoi servent les fichiers. C'est à vous maintenant de modifier ces fichiers pour créer l'application dont vous rêvez. Bien sûr, nous le ferons ensemble. Vous venez de voir qu'il y avait des composants créés déjà d'office dans View.js, à savoir le app.view qui permet d'avoir le visuel de votre application. Maintenant, dans cette leçon, nous allons apprendre à fabriquer ou à ajouter de nouveaux composants dans notre application. Nous apprendrons notamment à importer de nouveaux composants dans l'application. Alors, comment on va faire? C'est simple, pour ajouter un nouveau composant, nous allons créer de nouveaux fichiers composants. Alors, du coup, vous êtes dans le dossier composant, vous ajoutez un fichier et nous allons écrire new1f.view. Alors, nous avons une erreur, on va rajouter un tiret entre new et 1f. Maintenant, ça passe, donc vous avez votre fichier créé dans lequel vous allez pouvoir créer un nouveau composant. N'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit, que dans un composant... Ah non, je ne vous l'ai pas dit, pardon, excusez-moi. Dans un composant, vous avez la balise template qui est obligatoire, une balise script et une balise style. Alors, voyons tout ça. On ajoute ici templates dans lequel nous allons écrire
une balise H1 marquée Hello. Puis, nous allons créer la balise script dans laquelle nous allons ajouter du code, à savoir un export default, ouvrez les accolades, et dans les accolades, nous allons ajouter name, ouvrez les guillemets, pages, que nous allons mettre en majuscule, fermez les guillemets et enregistrer. L'enregistrement va faire que ça va se formater tout seul. Donc vous avez une virgule après le name, donc après la ligne name, et des points-virgules qui ferment le export default, sinon cela ne marche pas. Maintenant, on passe dans app.view, parce qu'il faut qu'on appelle du coup ce nouveau component. Dans le template, nous allons ajouter une balise pages. Puis nous allons aller dans l'export default components et ajouter pages dans les components, puisqu'il faut bien qu'on définisse ce component. Et il faut aussi qu'on l'importe. Donc dans la balise script, nous allons ajouter import pages from, ouvrez les guillemets, ./components/new onf.view, fermez les guillemets, point virgule. Maintenant, vous n'avez plus aucune erreur sur votre application et vous aurez Hello Everyone qui sera affiché. Ce qui correspond à la balise H1 dans le template de notre nouveau composant. On va maintenant mettre en forme tout ceci. Donc on ajoute une balise style dans lequel nous allons ajouter H1, ouvrez des accolades, color, red, point virgule, fermez les accolades. Maintenant, si vous recompilez le code et que vous rafraîchissez la page web, vous aurez tout le texte écrit en rouge, puisque c'est ce que nous avons défini, à savoir que toutes les balises H1 seront en rouge. Pour que cette mise en forme, donc cette mise en page, ne concerne que l'élément new1f, il faut que vous rajoutiez scoped dans la balise style de new1f. Sinon, toutes les balises H1 de l'application seront mises en rouge. Et voilà! Dans cette leçon, nous allons discuter de l'interpolation. Donc nous verrons comment nous pouvons utiliser l'interpolation et son rôle dans Vue.js. Alors, qu'est-ce que l'interpolation? L'interpolation, c'est le fait d'utiliser n'importe quel type de données ou de variables dans plusieurs zones de texte. C'est ce qu'on appelle du coup l'interpolation. Donc, des exemples, dans notre code, nous pouvons par exemple écrire dans la balise H1, Hello everyone, ouvrez des accolades, réouvrez les accolades, 10 plus 10, fermez accolade et la deuxième accolade. Ça, c'est une interpolation. Donc, ça va afficher Hello everyone 20. Maintenant, vous pouvez écrire Hello everyone et entre les deux accolades, vous écrivez 30 plus 10. Donc, ça va afficher Hello everyone 40. Cela signifie que l'interpolation nous affiche le résultat final après calcul de la variable type donnée que nous avons utilisée entre accolades. Donc l'interpolation est également utilisée pour trouver la longueur de tout type de données que nous utilisons. Par exemple, on peut écrire dans la balise H1 Hello everyone et entre les accolades écrire Hello, donc entre guillemets, point length, et ça affichera Hello everyone 5, donc la longueur du mot hello. Donc ici, l'interpolation a permis d'afficher le nombre d'alphabets qu'il y a dans le mot hello. Maintenant, nous allons discuter de la façon dont nous pouvons utiliser les scripts de données dans notre modèle. Pour cela, pour comprendre ce concept, nous allons écrire une propriété. Donc dans component, nous allons ajouter email. Donc ça va être un component, donc une variable que nous pourrons utiliser et que nous allons initialiser comme tel. Donc email, ouvrez les guillemets, abc@gmail.com, fermez les guillemets, virgule, et voilà. Maintenant, nous allons utiliser cette variable. Alors, comment allons-nous faire? Dans la balise H1, nous allons tout supprimer, ce qui est à l'intérieur. Donc le hello everyone, vous supprimez, et vous écrivez email. Vous ouvrez
des accolades, encore des accolades, et dedans vous écrivez email, donc un appel à la variable que nous avons définie, donc email abc@gmail.com. Ça permettra du coup d'accéder à la variable et à la valeur qui est comprise dans email. Oula, bon j'ai fait une erreur, je suis désolée. Alors, email, ça ne va pas s'écrire comme ça, il faut ajouter du coup une fonction qui s'appelle data. Vous ajoutez des parenthèses derrière, vous ouvrez des accolades et dans cette data, vous allez faire un return, ouvrir les accolades. Et dans ce return, vous allez mettre du coup la variable en question, à savoir email abc@gmail.com. Sinon, ça ne marche pas. Data va dire, dans cette fonction data, vous allez y mettre du coup toutes les variables que vous voulez définir et qui sera propre à la page new onef.view. Maintenant, du coup, avec ce que vous avez écrit dans H1, à savoir email, accolade, email, fermé accolade et fermé accolade, vous aurez affiché sur l'écran, donc sur votre application, email abc@gmail.com. Donc ça a bien accédé à ce qu'il y avait dans email. Donc dans l'exemple que je viens de faire, vous pouvez afficher du coup des données de script sur notre site web en utilisant un script de données HTML. Email est appelé ici propriétés. Donc tout ce que vous allez écrire dans cette méthode seront des propriétés. Évidemment, on peut écrire autant de propriétés que nous le voulons. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va ajouter une propriété appelée mobile qui sera égale à donc mobile de points, ouvrez les guillemets, 555, fermez les guillemets, virgule. Et nous allons afficher ceci. Donc nous allons ajouter un H1. Donc une balise H1 dans le template avec marqué number, ouvrez les accolades, et vous appelez du coup la propriété donc mobile, fermez toutes les accolades, et vous verrez à l'écran number 55555. Maintenant, on va créer une fonction. Cette fonction sera appelée getName1, donc on va la définir comme ceci, getName1, function, ouvrez les parenthèses, params, fermez les parenthèses, ouvrez les accolades, return, entre guillemets, menib, fermez les guillemets, mettez un point virgule, sinon ça ne marchera pas, fermez l'accolade et mettez une virgule après l'accolade. Alors, on a une erreur, donc c'est pas un point virgule, c'est un point, un deux points, pardon. Et ensuite, params n'est pas défini, puisque params n'existe pas. Donc on peut pas utiliser quelque chose qui n'existe pas. Donc on vire params. Et on appelle la fonction. Alors comment on va faire? On va copier-coller la ligne H1 number. À la place de number, on va écrire name. Et à la place de mobile, on va appeler la fonction en faisant getName1 entre parenthèses. Et voilà. Maintenant, quand vous regardez et que vous rafraîchissez votre site web, vous aurez l'email, le number et name munib. Et voilà comment on fait des interpolations en utilisant des méthodes, des propriétés et des fonctions dans les propriétés. Évidemment, tout ce que l'on a affiché à l'écran sont des paramètres qui sont modifiables. Nous pouvons changer l'email, le nom, les numéros de téléphone, etc. On peut les modifier en faisant comme ceci, à savoir, exemple, avec mobile, nous allons faire mobile est égal à 445. Donc ça veut dire que au lieu de récupérer la valeur de mobile, on va lui en donner une autre, à savoir 445. Maintenant, on va faire pareil avec la fonction getName1. Donc dans les parenthèses de getName1, nous allons lui envoyer entre guillemets Sajad. Et pour ça, nous allons rajouter quelque chose. Donc dans la définition de la fonction getName1, dans les parenthèses, nous allons rajouter un A, qui sera du coup une propriété. Ensuite, dans le return, nous allons, au lieu de return quelque chose de brut, donc le menu que nous avons mis, nous allons renvoyer le paramètre que nous avons mis entre les parenthèses. Et maintenant, si vous compilez et que vous rafraîchissez votre application, vous aurez name Sajad, puisque nous avons envoyé Sajad à la fonction. Voilà. Ok, alors dans Vue.js, il y a un bug. Donc, si vous utilisez des doubles égales, cela va afficher une valeur vraie ou fausse. Donc ici, par exemple, pour le mobile,
Si je rajoute un égal, donc si je fais un double égal, vous aurez une valeur de false qui apparaîtra, puisqu'en gros, le fait de mettre un double égal, cela va comparer la valeur que nous envoyons à mobile et la valeur qui est déjà définie dans mobile. Comme on le sait tous, 55555, ce n'est pas égal à 445, donc la valeur retournée sera false. Par contre, si on avait écrit la même chose dans l'envoi, donc dans l'appel, dans l'interpolation, de mobile, et dans son initialisation, si on avait eu le même nombre, on aurait eu du coup une valeur de true. On essaye, on remet la même valeur, donc 55555, et on aura number true. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. La notion d'interpolation est assez importante parce que vous allez l'utiliser régulièrement. Donc j'espère que tout est clair et que vous avez bien compris cette leçon. Et passons à la suivante. Dans la leçon précédente, nous avons appris à utiliser l'interpolation. Dans cette leçon, nous discuterons des méthodes avec paramètres. Pour cela, je vais utiliser le même document que celui de la leçon précédente pour expliquer du coup les méthodes avec paramètres. Donc, la question ici que l'on peut se poser est la suivante. Pourquoi utiliser des méthodes dans Vue.js ? Tout simplement, le but de l'utilisation de méthodes dans Vue.js, c'est pour l'exécution des actions dans les fonctions. Une autre question, pourquoi voulons-nous utiliser des méthodes avec des paramètres dans Vue.js ? Normalement, vous savez déjà le faire sous JavaScript. Maintenant, apprenons à le faire avec Vue.js. La raison pour laquelle nous utilisons des méthodes avec paramètres, c'est l'exécution de toute action dans toute directive pour traiter différents événements avec différents paramètres. Alors, commençons ceci. Vous allez pouvoir ajouter ce que je vais vous dire maintenant, à savoir méthode : ouvrez les accolades et fermez les accolades. Ceci est à mettre après la fermeture de l'accolade et la virgule de data, donc dans export default. Dans méthode, vous allez pouvoir ajouter getName, qui est une méthode du coup. Alors, comment vous l'écrivez ? Vous écrivez getName, ouvrez des parenthèses, fermez les parenthèses directement, ouvrez des accolades, fermez les accolades, et entre ces accolades, nous allons pouvoir rajouter return, ouvrez les guillemets, Carlos, fermez les guillemets, point virgule, et après toutes les accolades, vous mettez des virgules. Alors, juste recompilons tout le code pour du coup voir la page web que nous avons créée. Donc, vous pouvez voir du coup dans le terminal de VS Code le lien pour accéder au local, à votre application en local. Donc l'http 127.0.0.1.5174. Bon, ça c'est ce que moi j'ai, vous en aurez sûrement en différent. Du coup, juste pour relancer du coup la compilation du projet, vous avez juste à écrire npm run dev. Et ce lien du coup en local, vous pouvez le copier-coller dans votre browser, donc votre navigateur de recherche. Bon, maintenant vous avez créé une méthode, certes, mais pour l'utiliser, il faut l'appeler. Alors pour cela, dans template, nous allons ajouter une balise h1 et nous allons écrire du coup h1 name : ouvrez les accolades, donc on fait une interpolation. Et pour cette interpolation, on va appeler getName. Et ensuite, vous fermez toutes les accolades et vous fermez la balise h1. Et voilà, si vous regardez du coup sur votre application, vous aurez name : Carlos, puisque nous accédons du coup à la méthode getName qui return Carlos. Bon, alors les méthodes, c'est bien beau, mais nous, on veut étudier des méthodes avec passage de paramètres. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va pouvoir supprimer du coup le return Carlos, supprimer le Carlos, et entre les parenthèses de getName, vous pouvez écrire name, et vous allez return name. Donc name, c'est le paramètre que vous allez passer à la méthode.
Donc vous allez lui passer du coup un nom qu'elle va retourner ensuite à l'appel. Et voilà, donc maintenant il nous manque juste quelque chose. Donc dans la balise H1 du name, là où on fait l'appel de getName, entre les parenthèses du getName, on écrit ici Trump, entre guillemets. Donc en gros, on passe Trump à la fonction getName qui va retourner ce nom. Si vous recompilez du coup votre site web, vous aurez bien name Trump. Vous pouvez essayer avec autant de prénoms que vous voulez. Donc ici, on va réessayer avec Joe. On va copier-coller le H1, le mettre juste en dessous et écrire name2 et changer du coup Trump par Joe. Et vous aurez du coup sur votre website name Trump et name2 Joe. Maintenant, on va faire une autre méthode que l'on va appeler getData, après laquelle vous mettez bien sûr des parenthèses. Ça va permettre le passage de paramètres. On ouvre les accolades et on écrit return, on réouvre les accolades. Et dedans, on va écrire du coup les datas que l'on avait écrit dans la méthode data. On va écrire email, ouvrez les guillemets, abc@gmail.com, fermez les guillemets, virgule, phone, plus 94 20 45 000, virgule. Et ensuite, on va appeler cette méthode pour voir comment cela fonctionne. Donc, dans le template, juste après name2, vous pouvez copier-coller d'ailleurs cette ligne, la coller juste en dessous et changer name2 par data et getName par getData. Si vous observez votre website, vous aurez data entre accolades et ce que vous avez comme paramètre dans la fonction. Il est possible d'accéder à un seul des paramètres qui est retourné par la fonction getData. On va faire comme ça. Après le getData, donc après les deux parenthèses, on met un point et on rajoute le nom de la data dont vous voulez accéder. À savoir, ici on va mettre email. Alors, il faut juste que vous changez du coup dans les return les majuscules, retirez-les. Comme ça, ce sera plus facile. Et là, vous verrez du coup sur votre website data.abc@gmail.com. Maintenant, on peut aussi essayer avec phone. Donc, au lieu de mettre .email, on change le email par phone et vous aurez data et le numéro de téléphone que nous avons rentré en paramètre de la fonction getData. Alors, si vous commencez le numéro par 0 ou un plus, il entraînera une erreur de numéro invalide. On va refaire quelques changements, à savoir qu'on va appeler le paramètre phone de la méthode getData, on va l'appeler mobile pour qu'il ait une corrélation avec les datas qu'on a écrites dans la méthode data. Ensuite, on va changer dans l'appel de getData dans le template, on va mettre mobile à la place de phone. Et dans la fonction getData, on va écrire mobile2.this.mobile. Alors, pourquoi on fait ça? Tout simplement parce qu'on a déjà défini des datas, donc des paramètres, à savoir email et mobile, dans la méthode data, donc elles existent déjà. Il suffit juste d'y réaccéder en faisant this.mobile. Le this permet du coup d'accéder au paramètre mobile qui est déjà existant et qui est déjà défini dans les datas. Cela permet ainsi d'avoir le numéro affiché à deux endroits différents et par deux variables différentes. C'est plutôt sympa. Bien sûr, ce processus n'est pas limité seulement au téléphone. Vous pouvez également afficher ceci avec n'importe quel événement de l'application. Donc on peut le faire aussi avec l'email si on veut. Du coup, simplement changer l'email. Vous pouvez ajouter quelque chose dans l'email. Et à la place dans getData, l'email, vous allez le définir comme si, donc email, this.email, voilà. Et faire l'appel de ce paramètre dans le template, donc copier-coller la ligne data et changer mobile par email. Du coup, ça affichera l'email, voilà. Donc vous pouvez voir du coup sur le website que vous avez 2 fois email et 2 fois le number affiché, simplement avec 2 méthodes différentes. J'espère que ça a été clair pour vous, sinon vous pouvez réécouter la vidéo ou poser des questions, c'est tout à fait possible. Dans cette leçon, nous allons apprendre davantage sur les événements dans Vue.js.
Nous discuterons également de la façon dont nous pouvons utiliser ces événements en JavaScript étant un framework. Ensuite, nous allons apprendre comment utiliser la fonction de click après avoir appliqué un événement dessus et nous allons apprendre également à exécuter une fonction de click. Par fonction de click, j'entends évidemment un événement qui, par exemple, arriverait après avoir cliqué sur un bouton ou sur un mot ou un endroit. On va aussi apprendre à passer des paramètres et bon, ça du coup, vous avez à peu près compris grâce à la leçon d'avant. Et nous allons aussi voir les événements de souris, comme par exemple le double-clic, etc. ou juste le mouvement de souris sur l'écran. Et bien sûr, tout ceci sera accompagné d'exemples pour une meilleure compréhension. Ok, bon, let's go to la pratique. Donc pour cela, on va garder le même document qu'on a utilisé tout à l'heure. Si vous devez relancer l'application, vous savez comment faire maintenant, npm run dev, et vous copiez-coller l'adresse, l'URL dans Internet. Alors, on va ajouter un bouton du coup pour étudier les fonctions de clic. Pour cela, on va ajouter une balise button qui sera ajoutée du coup dans template après tous les tous les H1 qu'on a mis. Donc vous allez pouvoir écrire button, click here, et là vous fermez du coup la balise button. Ok, on va pouvoir ajouter v-on2.click. Cela permet du coup de dire que le bouton sera relié à une fonction d'événement que l'on va appeler fun. Donc ça c'est le nom de la méthode qu'on va définir pour ce button. Lorsque vous écrivez v-on-click, votre code comprendra qu'il y a quelque chose à effectuer lorsque vous cliquez sur le bouton. On va maintenant ajouter du coup la méthode fun parce que pour le moment, certes, on a défini une méthode dans le button, mais il n'y a rien d'autre puisqu'il n'est lié à rien. Donc après getData, on va ajouter fun, une paire de parenthèses, ouvrez les accolades. Dedans, vous allez faire une alerte, donc alerte, ouvrez les parenthèses, ouvrez les guillemets, how are you, fermez les guillemets, fermez les parenthèses, point virgule, on ferme l'accolade, on met une virgule et on lance tout ceci. Donc vous allez sur votre page web, vous cliquez sur Click Here et vous aurez une pop-up qui affiche du coup l'URL sur laquelle vous êtes et le message que l'on demande à afficher. Vous pouvez cliquer sur OK pour fermer la pop-up et voilà. On va procéder à quelques changements parce que, comme vous vous en doutez, la fonction onClick permet d'avoir des événements de tout type et non simplement une alerte. Donc, on va créer une autre fonction que l'on va appeler getData et qui du coup lancera une alerte avec dedans un paramètre appelé data. Donc la méthode sera la suivante, getData, entre parenthèses data, ouvrez les accolades, alerte, entre parenthèses data, point virgule, fermez l'accolade et virgule. On va mettre en commentaire les deux balises H1 qui appellent la fonction getData. La première fonction getData, celle sans paramètre. Et il faut évidemment rajouter un paramètre dans la fonction getData du bouton. On va y mettre guillemets hello, fermez les guillemets et voilà. Alors maintenant, clique sur le bouton et tu verras du coup une pop-up apparaître de nouveau avec cette fois marqué dedans hello. Voilà, tu viens de découvrir comment fonctionnait un bouton et comment tu pouvais y associer une action grâce à des méthodes sans paramètres et avec paramètres. Il y a évidemment beaucoup d'autres fonctions. OnClick n'est pas la seule. On peut typiquement essayer d'ajouter une fonction de double clic au lieu d'un simple clic. Donc il suffit simplement d'ajouter dbl devant le clic. Donc vous écrivez on2.dbl click. Ce qui fera que l'événement qu'on a défini, à savoir la méthode getData, se déroulera après un double clic sur le bouton. On peut aussi voir une autre fonction très intéressante, à savoir on2.mouseMove. Pour ça, on va créer une nouvelle balise, donc une nouvelle ligne de code, une balise H1, après laquelle nous écrirons v-on2.mouseMove égale.
ouvrez les guillemets, get console, ouvrez les guillemets, ouvrez les parenthèses, pardon, ouvrez les guillemets. Alors get console, ça va être, comme je pense que vous en doutez, une nouvelle méthode qu'on va définir après. Fermez du coup tout ça, homepage, et fermez la balise H1. Maintenant, dans les méthodes, on va pouvoir aller créer cette méthode-là. Donc, on écrit get console, ouvrez les parenthèses, ouvrez les accolades, console.error, ouvrez les parenthèses, ouvrez les guillemets, function is running, fermez tout ça, point virgule, fermez l'accolade et mettez une virgule après. Donc si vous avez bien compris ce code, cela affichera du coup une erreur dans la console lorsque l'on passera la souris sur le texte homepage. Donc on voit ça de suite. Alors rechargez la page web, faites inspecter la page et accédez à la console. Dedans vous verrez une erreur qui affiche function is running. Vous pouvez maintenant changer le error par warn. Comme ça, vous aurez un warning et non une erreur. C'est quand même plus agréable à voir. Rafraîchissez la page web et maintenant passez votre souris sur homepage et vous verrez du coup function is running en tant que warning. Et voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les événements liés à la souris, donc le clic, double-clic et simplement le mouvement de souris sur un texte ou un bouton ou quelque chose comme ça. J'espère que c'est très clair. Je vous laisse passer à la suite de votre formation. J'espère que vous êtes prêts pour la suite de la formation qui sera du coup sur two-way binding. Et en français, on appelle ça des liaisons bidirectionnelles. Alors, on va définir quand même ce que c'est parce que c'est quand même une notion très abstraite que les non-codeurs ne connaissent pas. Alors, la directive vModel rend la liaison bidirectionnelle entre une entrée de formulaire et l'état de l'application très facile à implémenter. On peut lier un élément du code et lui faire changer la propriété de données vue lorsque le contenu du champ change aussi. Ne vous inquiétez pas, on va étudier tout ceci pour que ce soit plus clair pour vous. Donc, c'est utilisé pour établir une connexion entre la vue et le modèle. Donc, par exemple, si nous faisons n'importe quel changement dans la vue, le modèle changera également simultanément. Et voilà. Donc, comme nous le savons, notre fichier index se compose de 3 parties, à savoir templates. Donc, c'est là où on utilise les balises et les attributs dans le modèle. Ensuite, script, c'est là où nous écrivons du script, le JavaScript. Et style, donc c'est là où on définit le style de notre application. On va voir quelques définitions, à savoir celles de modèle et de view. Donc le modèle, c'est le script dans lequel nous allons écrire du script JavaScript. C'est ce qu'on appelle le modèle. Ensuite, nous avons la view. Donc c'est templates dans lequel nous utilisons des balises et des attributs. Ça s'appelle view du coup. Lorsque nous fabriquons de nouveaux composants, ils sont en cours d'exécution sur la même page. Ça ne signifie pas que nous créons en parallèle deux nouvelles pages qui sont séparées. Passons maintenant à la pratique pour voir comment cela fonctionne. Allons dans la page view, page.view. Et dans cette page, nous allons écrire dans template H1, donc la balise H1, two-way binding, et on ferme la balise H1. Ensuite, on ajoute un input, donc c'est une balise qui s'appelle input, dans laquelle on va écrire type est égal à, ouvrez les guillemets, texte, fermez les guillemets. Cela veut dire que l'input que l'on a défini sera un texte. On va continuer dans notre lancée, à savoir qu'en dessous la balise input, on va rajouter une balise H3 qui contiendra du coup des doubles accolades au milieu desquelles il y aura count, donc ça va être un paramètre que l'on va définir de suite. Donc dans export default, on va ajouter la méthode data,
Donc data, une paire de parenthèses, ouvrez les accolades, return, ouvrez les accolades, count 2.0, fermez les deux paires d'accolades avec des points-virgules pour le return et une virgule pour l'accolade de data. Ensuite, pour l'input, on va ajouter la méthode placeholder est égale à, ouvrez les guillemets, add the number, fermez les guillemets. Placeholder, c'est simplement pour ajouter un texte facultatif, c'est-à-dire juste un texte de fond dans l'input, qui sera bien sûr écrasé par ce qu'on écrira dedans. Ok, bon, dans l'input, vous pouvez essayer d'écrire un numéro, on s'en fout parce qu'on n'a encore rien relié. C'est simplement pour vous montrer que le texte à l'intérieur ne sert à rien, c'est vraiment juste pour une indication, vous savez, comme si on vous demandait nom d'utilisateur ou email, etc. Et ensuite, on ajoute du coup le fameux two-way binding avec v-modèle égale, ouvrez les guillemets, count, fermez les guillemets. Et là, si vous observez votre web page, vous aurez 0 qui sera affiché du coup dans l'input et 0 qui sera affiché juste en dessous avec la balise H3. Si vous voulez, on peut faire d'autres tests, à savoir changer la valeur de count dans le data et mettre 20 à la place. Vous aurez 20 à la fois dans le H3 et à la fois dans l'input en question. Maintenant, vous pouvez voir vraiment comment ça fonctionne, à savoir que lorsque vous écrivez dans l'input directement, donc vous écrivez 60, l'affichage juste en dessous changera en même temps. C'est le but du two-way binding. Donc on change l'input, ça changera automatiquement le H3 puisque c'est connecté grâce au v-modèle égale à count. Cela veut dire qu'en gros, on change la valeur de count lorsque l'input change. Donc si on met 60, ça changera du coup count grâce à la fonction v-modèle. Et du coup, le count sera mis à jour. Donc on aura l'affichage juste après avec la valeur qui a changé. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de tests, hein. Vous pouvez remettre 20, vous pouvez essayer d'écrire Hello everyone et vous verrez que ça ne changera rien, quoi qu'il arrive, ce sera connecté puisque c'est le but de two-way binding. Et voilà, vous êtes arrivé au bout de cette leçon. Je vous laisse passer à la suivante.